Julien Rochdy fait la promo de son livre, épisode 2. Allez, trêve d'introduction. Hier, on a vu comment Julien Rochdy réussissait à la fois à mélanger science, religion, philosophie et morale. Voyons voir s'il continue sur cette pente dangereuse. Pente glissante, pas au sens des esthéticiens, mais au sens où pouf, on glisse dessus comme sur une peau de banane et on se casse la gueule. Générique! Pour te faire plaisir, hein. Les gens qui ne sont rien. Si vous voulez rester en vie, vous rentrez chez vous. T'aimes ça la merde. Bonjour, bonsoir, le titre de 2009 de la vidéo que nous intéresse à Julien Rochdy et à son dernier bouquin, Surhomme et Sous-homme. Donc qu'est-ce qui est inférieur? C'est un chapitre qui évidemment n'est pas fait pour toutes les oreilles, comme je disais en introduction, parce que ça choque, mais il faut le dire, parce que l'humanité a toujours avancé, et a toujours fonctionné, elle en a toujours besoin. De tout temps, les hommes, je dis pas que c'est pas un argument, hein, mais ça me semble un peu spécieux quand même. J'explique ça après plus tard. Elle a toujours besoin qu'on établisse des critères, qu'on établisse des standards, qu'on établisse des hiérarchies. Or, nous vivons aujourd'hui sans ces critères, sans ces standards, et dans un relativisme absolu qui dégénère forcément l'humanité. Donc, si je peux me permettre, Julien, moi j'ai un certain nombre de critères, de valeurs, de standards, et qui me permettent de hiérarchiser la philosophie avec la pensée comme ça de bon sens commun, avec la pensée de comptoir, et avec la merde. Voilà, et je te laisse deviner où je te place toi dans cette hiérarchie de valeurs et de critères. on commence par là. Je commence par là dans Surhomme et Sous-homme. Qu'est-ce qui est inférieur? Je rappelle point par point qu'est-ce qui est jugé comme inférieur à titre individuel, à titre de civilisation, à titre de peuple, et également bien sûr à titre physique dans l'ordre de l'univers. Donc je commence par là, ça fait mal aux oreilles, mais c'est très important. Ça a l'air surtout très con. Alors là, l'idéal aristocratique, ok, donc là c'est clairement du ressucé de Nietzsche. Après Julien a lu Nietzsche, alors est-ce qu'on peut le lui reprocher? Alors juste après, j'ai toute une partie qui s'appelle l'idéal aristocratique. Alors l'idéal aristocratique, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se méprennent totalement sur ce qu'il peut être. L'idéal aristocratique n'a rien à voir avec, comme je le répète souvent, avec un idéal de poudré d'ancien régime ou de type qui dilapide l'héritage de papa-maman, comme certains nobles aujourd'hui le font et n'ont plus rien justement de noble. L'idéal aristocratique, c'est autre chose. C'est qu'est-ce qui est supérieur. Après, qu'est-ce qui est inférieur? Je montre que dans l'humanité. Alors si on met un truc au crédit de Julien ici, c'est qu'il est quand même assez matérialiste. C'est-à-dire que pour lui, le fait d'être aristocrate, ce n'est pas quelque chose qui dépend d'un titre, c'est quelque chose qui dépend d'une attitude concrète par rapport à notre relation concrète au monde. Comme quoi, parfois, Juju peut raisonner, et peut-être qu'un jour, on pourra le ramener du bon côté. Il pourra peut-être passer du brun au rouge. Qui sait? Et c'est vrai que ce serait un peu idiot de considérer de manière purement idéaliste que être aristocrate, c'est avoir un titre, en fait. C'est une manière de se comporter. En tout cas, c'est comme ça que Rochdy le présente, enfin, c'est comme ça que Nietzsche le présente, et c'est comme ça que Rochdy le reprend. Comme encore une fois dans le cosmos, que les choses sont liées, les valeurs qu'on peut avoir à titre... Mais il n'y a pas de valeur dans le cosmos, mais c'est complètement débile ça. Mais les étoiles, elles ont pas de valeur, là t'as montré un ciel étoilé, le soleil n'a pas de valeur, les comètes n'ont pas de valeur, c'est complètement con, enfin ce sont pas des êtres conscients, pensants, qui ont des valeurs. Là on revient dans l'idéalisme en fait, ce n'est même pas cohérent. Titre individuel, pour gérer nos propres vies, comme pour gérer une civilisation, comme pour être en accord avec les règles de l'univers, eh bien, toutes ces règles-là ont un point commun, c'est de vouloir viser toujours l'excellence. Non mais c'est quoi? C'est du développement personnel en fait. Il s'agit d'être en harmonie avec les règles de l'univers. Mais de quoi tu parles? Comment est-ce qu'on va être en harmonie avec les lois de l'univers? Enfin, on dirait David Laroche qui est en train de nous faire un séminaire. Enfin, même David Laroche, il tombe pas aussi bas. Julien, tu n'es pas un coach ou un gourou New Age. Hein. Arrête de vouloir nous faire entrer en harmonie avec les lois de l'univers. Et là encore, en fait, tu parles comme un petit aristotélicien. Hein, vous connaissez Aristote. Hein, Aristote, il a développé une manière de penser la réalité qui s'appelle la téléologie. Alors, il a fait ça pour contrer Platon. En gros, Platon, lui, pensait que la réalité matérielle était à l'image d'idées décidées par les dieux. Voilà, je simplifie, mais en gros, c'est ça l'idée. Voilà, donc, tout ce qui existe en vertu d'un modèle qui lui préexiste. Ce modèle est idéal, donc il relève des idées. Et paf, il prend forme, il s'incarne dans le monde. Et paf, ça fait des chocs à pic. Et il est possible parce qu'il est le reflet d'un modèle qui est un modèle idéal, décidé par les dieux. Alors Aristote s'est dit, on va inverser le processus. On n'a qu'à se dire que rien n'existe sans raison et que tout poursuit un but. C'est ce qu'on appelle la téléologie. Hein. Télos, en grec, ça veut dire la fin, le but, la finalité. Et ainsi, si une chose existe sous une certaine forme à un moment donné, elle n'existe jamais que en puissance pour devenir ce qu'elle est censée être dans sa forme finale. Par exemple, la matière qui constitue cette peluche avait été en puissance cette peluche, à savoir le lapin bleu. Le lapin bleu est la forme accomplie en acte
de la matière qu'il constitue en puissance. Bon, Aristote, lui, il prend l'exemple du marbre et de la statue, mais vous avez compris, c'est la même idée, quoi. Et si on pense comme ça, on considère que toute chose qui existe, en fait, existe en vertu d'une fin qui serait déjà, en quelque sorte, planifiée à l'avance. Et cette fin, elle est planifiée par qui ? Par les dieux. Alors chez Aristote, en fait, les dieux ne planifient pas vraiment les idées qui sont des modèles de notre réalité, mais ils planifient les fins qui sont poursuivies par les choses qui existent dans le monde. Mais les étoiles, le cosmos, la physique, ça ne poursuit aucune fin. Les lois de la physique, ce ne sont pas des choses qu'on a découvertes comme ça, de manière extraordinaire, en devinant les dessins de l'univers. Les lois de la physique, ce sont des conséquences de connaissances et d'hypothèses théoriques qui dérivent de ces hypothèses et qui semblent cohérentes avec nos observations. Mais ça n'a rien à voir avec une espèce de fin que poursuivrait le monde. C'est ridicule de dire ça. Et donc le monde ne poursuit pas un but, je sais pas, d'ordre, ou un but au contraire de désordre, ou un but d'excellence, ou un but de perfection. Ça, c'est de la pensée magique. C'est supposer qu'il y a un dieu comme ça, qu'il y a un grand architecte qui établit la réalité et qui fait de cette réalité une sorte d'ordre parfait, d'harmonie préétablie, pour reprendre les termes d'un certain Leibniz. Et ici, dans certains Rojdi. Et un certain idéal qui est un idéal aristocratique. Aristocratique, c'est-à-dire l'idéal des meilleurs. Donc j'explique point par point ce que signifie un idéal aristocratique. Non mais comment l'univers peut poursuivre un idéal aristocratique ? Ça n'a rien à voir. L'univers le pense... C'est n'importe quoi. À s'imposer dans notre vie personnelle, comme également dans la politique et à l'échelle nationale, civilisationnelle, et même dans notre rapport à l'univers. Donc je passe ensuite à l'idéal aristocratique, et vous allez voir que je commence par là dans Surhomme et Sous-Homme, par rappeler donc qu'est-ce qui est inférieur et qu'est-ce qui est supérieur, parce que de là découle tout le reste. Ok, bon, on l'a compris, il y a une pensée systématique, et à partir de cette pensée systématique, il dérive tout le reste. Le problème, c'est que ça a l'air assez faible comme système. Je noterai juste avant de conclure que là on a un truc qui est quand même profondément hegelien, c'est-à-dire qu'on a l'impression que Rojdi, après avoir eu une approche un peu matérialiste, revient à quelque chose de plus fondamentalement hegelien. Il pense que finalement, comme Hegel en son temps, qui empruntait pas mal de sa méthode à Aristote, l'excellence était vouée à s'incarner à travers la nation, la civilisation, bref, à travers des institutions concrètes. Que Hegel pensait au 19e siècle, et qu'on sait qu'aujourd'hui, ça, c'est pas vrai, quoi. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve demain pour la suite du debunk de la vidéo de Rojdi, et qui nous permet de nous introduire à des concepts philosophiques. Et ça, c'est plus intéressant. En attendant, prenez soin de vous, likez, dislikez, abonnez-vous, partagez, et on se retrouve vraisemblablement demain pour la suite. La bise. Si vous êtes consentant. J'explique ça après plus tard. Il a toujours besoin qu'on établisse des critères, qu'on établisse des standards, qu'on établisse des hiérarchies. Or, nous vivons aujourd'hui sans ces critères, sans ces standards, et dans un relativisme absolu qui dégénère forcément l'humanité. Donc, je mérite mieux que toi.